Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace à mes étudiants présents et à venir. Avant-propos. Issu d'une thèse de doctorat soutenue à l'Université Paris-Est, Paris 12, le présent ouvrage appréhende une thématique qui, au regard du droit de la bioéthique, se situe au cœur d'un enjeu cardinal. Comment faut-il assurer la protection de l'enfant contre le risque de naître avec le virus de l'immunodéficience humaine, VIH ? Circonscrite au droit congolais, et recourant à une démarche d'information comparative intéressant 10 États d'Afrique subsaharienne, l'étude entreprise par M. Fils à NGELESIBAYENGA invite à fréquenter un univers normatif dans lequel droit à l'enfant et droit de l'enfant ne cessent de rivaliser. Peut-on parvenir à concilier le droit dont les femmes peuvent légitimement se prévaloir, celui de procréer, et le bien-être de l'enfant qui, dès sa conception, mérite d'être placé à l'abri de toute infection par le VIH ? Nourrie d'analyses approfondies et rigoureuses, la pensée de Fils à NGELESIBAYENGA ne se borne pas à décrire le droit applicable dans les États d'Afrique, objet de l'étude entreprise. Elle propose, de lège ferenda, des solutions innovantes qui contribuent, même si l'on entend les contester, à stimuler la réflexion. À cet égard, il importe de souligner, marque de la crédibilité de la démarche prospective suivie par l'auteur, que M. ANGELESIBAYENGA appartient au groupe de travail Droit et VIH du ministère de la Justice et des Droits humains de la République démocratique du Congo. Par sa démarche transversale, holistique et parfois même anthropologique, cet ouvrage est susceptible d'intéresser, par-delà le continent africain, tous les praticiens et les théoriciens qui, attachés au développement des sciences du vivant, sont sensibles au respect de la dignité humaine. Gérard Teboul, professeur des universités Paris 12. Principales abréviations. Introduction générale. Objet et contexte épidémiologique de l'étude. 1. Le VIH-Sida est un vaste champ de recherche dont les horizons scientifiques se sont élargis et développés dans des directions différentes. À en croire la Commission mondiale sur le VIH et le droit, en à peine 3 décennies, plus de 30 millions de personnes sont mortes du sida et plus de 34 millions d'autres ont été infectées par le VIH. L'épidémie du VIH est devenue l'un des plus grands défis de notre temps en matière de santé publique. Elle constitue également une crise en matière de droits de l'homme et de justice sociale. 2. En Afrique subsaharienne, on estime à environ 1 080 000 le nombre de nouvelles infections à VIH en 2018. Dans cette même région, à l'instar du reste du monde, les femmes sont touchées de manière disproportionnée par l'épidémie de VIH. Sur environ les 25 600 000 cas des personnes diagnostiquées séropositives pour le VIH en Afrique subsaharienne en 2018, plus de 60% sont des femmes et des filles. Depuis plusieurs années, la structure générale du VIH-Sida reste majoritairement dominée par une tendance croissante à la féminisation de l'épidémie. 3. On sait que des progrès scientifiques considérables sont intervenus dans la compréhension des aspects biomédicaux des risques d'infection par le VIH et de la prévention de l'infection. Plus spécifiquement, des années d'expérience dans la surveillance épidémiologique du VIH-Sida ont permis d'observer que la transmission du VIH de la mère à l'enfant est à l'origine de la majorité des infections à VIH chez les enfants de moins de 10 ans, les nourrissons en particulier. Les études scientifiques sont sans équivoque sur les déterminants biologiques de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Il en ressort qu'une mère infectée peut transmettre le VIH à son enfant avant la naissance, c'est-à-dire pendant la gestation via les cellules trophoblastiques du placenta occasionnant le passage du virus de la mère vers le fœtus. La mère infectée peut également transmettre le VIH à son enfant après la naissance, lors de l'allaitement maternel. Elle le peut enfin au moment de l'entre-deux, l'instant de l'accouchement, au contact avec la muqueuse et le sang maternel dans la filière pelvigénitale. 4. On sait également que la durée médiane estimée entre la naissance et l'apparition des marqueurs viraux est de 10 jours. Le 95e percentile est estimé à 56 jours, ce qui implique que l'infection à VIH chez le nouveau-né, contractée durant la grossesse ou l'accouchement,
peut être diagnostiquée pendant les 3 premiers mois suivant la naissance. Le premier trimestre de vie constitue ainsi le délai d'attente nécessaire au bilan sérologique sur la contamination par le VIH du nouveau-né, de mère séropositive. 5. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 430 000 nourrissons et enfants ont été nouvellement infectés par le VIH dans le monde au cours d'une même année, et 90% de ces cas étaient dus à la transmission mère-enfant. Entre 280 000 et 360 000 cas d'infection se sont produits au moment de l'accouchement. La majorité des autres infections à VIH ont eu lieu au cours de l'allaitement au sein. 6. Par ailleurs, les progrès des sciences biomédicales sont remarquables en matière de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, PTME. À l'heure actuelle, ils ne permettent cependant pas d'atteindre le niveau zéro probabilité de transmission périnatale du VIH chez les femmes enceintes séropositives. 7. Si dans les pays du Nord, de nombreux efforts entrepris par les pouvoirs publics ont réussi à ramener le taux de séroconversion infantile tributaire à la maternité à des proportions minimes, en Afrique noire, par contre, plusieurs points d'incertitude subsistent encore quant à sa régression et aux perspectives d'amélioration de la situation à moyen terme. Le contraste est à ce point tel qu'en dépit du risque omniprésent de faire naître des enfants atteints par l'infection à VIH et de l'accès encore très limité aux thérapies de prévention, le nombre des femmes séropositives menant leur grossesse à terme est en augmentation constante au sud du Sahara. D'après un rapport du Programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, ONU-Sida, dont les révélations restent d'actualité, bien que l'Afrique ne compte que 10% de la population mondiale, c'est là que naissent 90% des bébés infectés par le VIH, sous l'effet combiné d'une prévalence élevée de l'infection et d'un fort taux de natalité. À l'appui de la littérature existante, on peut avancer une explication culturelle au contraste géographique observé en contexte d'épidémie du VIH-Sida. Si dans certains pays d'Europe notamment, le fait de se savoir séropositif semble être un frein au désir d'enfant, en Afrique, on sait pourtant que pour des raisons culturelles, la fécondité constitue à la fois un élément central de l'identité de la femme et un facteur de reconnaissance sociale pour les femmes. Celles-ci y sont prêtes à prendre des risques pour elles-mêmes et pour l'enfant à venir. Ne pas ou ne plus avoir d'enfant y a souvent exposé la femme à des conséquences sociales telles que le rejet par le partenaire ou la belle-famille. 8. En République démocratique du Congo, les données statistiques disponibles sur le pourcentage des nourrissons nés de mères séropositives, qui sont infectés par le VIH, demeurent tout aussi lacunaires que parcellaires. Un rapport de l'ONU-Sida consacré à ce pays aux dimensions continentales révèle que la transmission périnatale du VIH représentait environ 5 à 20% des cas de contamination en 2012. Toutefois, l'analyse diachronique des statistiques les plus récentes à notre portée permet d'observer une tendance inquiétante à la progression du taux de séroincidence du VIH chez les enfants. Toute proportion gardée, à bien des égards, il apparaît qu'en rez-de-chaussée, et assurément dans bien d'autres pays africains à profil épidémiologique du VIH similaire, la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant est devenue un enjeu majeur des politiques de santé publique. Autant de données factuelles, autant de considérations statistiques et empiriques qui témoignent, si besoin était, de ce qu'à l'ère du sidaïsme, la procréation et la protection de la personne de l'enfant font visage des problématiques juridiques se posant avec acuité. Approche explicative du concept opératoire enfant. 9. Vouloir parler du droit et risque prénatal d'infection par le VIH, c'est forcément aller au cœur de la problématique de la protection de l'enfant contre le risque de naître avec le VIH. En effet, dans sa thèse engagée à opérer la distinction juridique entre les personnes et les choses à l'épreuve des procréations artificielles, Roberto Andorno écrit que la protection, tâche dont la responsabilité revient principalement au droit, exige comme condition sine qua non de sa réalisation effective que l'on sache de quoi ou de qui on parle. C'est pourquoi d'ores et déjà, nous ne pouvons éluder de circonscrire le sens juridique du concept enfant,
et d'en préciser les prolongements et ramifications dignes d'intérêt dans la présente étude. Certes, il peut paraître surprenant d'avoir à s'interroger sur le contenu du mot enfant dont chacun semble avoir immédiatement une connaissance exacte. En témoigne l'affirmation d'un juriste congolais pour qui l'enfance est, à l'instar de la vie, une réalité si familière qu'il semble superfétatoire de la définir. Logiquement, l'inférence est immédiate. Le qu'est-ce que l'enfant a tendance, chez certains juristes, à entrer dans la catégorie des questions que nous n'avons pas l'habitude de nous poser car nous y répondons spontanément sans y penser. Serait-ce pour escamoter le mystère du mot enfant que le célèbre philosophe Jean-Jacques Rousseau eut résolu de préconiser une définition négative selon laquelle l'enfant est celui qui n'est pas. Qu'est-ce que donc l'enfant en droit ? La réalité est que les législateurs et les juristes semblent être dans le désarroi, face à un dérivé sémantique de l'infant de la Rome antique qui, de tout temps, ne se laisse pas facilement enfermer dans les liens étroits d'une définition juridique prêtant à unanimité. Ceci expliquant cela. 10. En droit interne congolais, en dépit de la disparité des textes fixant des majorités variables au gré des matières réglementées, ce qui illustre parfaitement toute la perdition à laquelle expose l'exercice de la détermination de l'enfance, la doctrine, prenant principalement appui sur les articles 219 du Code de la famille et 1 degré de la loi n° 0901 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, s'accorde à voir en l'enfant toute personne n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans accompli. Dans cette même perspective, certains auteurs congolais optent carrément pour la solution de l'assimilation de l'enfant au mineur, en l'opposant à la personne majeure. 11. En droit international, la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en son article 1er, définit l'enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. Le choix du mot être humain ne saurait être pris pour hasardeux. Vite, la doctrine internationale s'en était emparée en y décelant, comme le résume si bien le professeur Gérard Teboul, la question récurrente et traditionnelle relative au point de départ de l'enfance. L'enfance commence-t-elle à la conception ou à la naissance de l'être humain ? Plus clairement, peut-on considérer que l'embryon et le fœtus, en tant qu'être humain in utero, rentrent dans la qualification juridique d'enfant ? Ce qui, dans l'affirmative, aurait pour conséquence de leur étendre les droits inhérents à la nature humaine et le bénéfice du régime de protection tel qu'organisé par la Convention internationale susvisée. 12. Chez les auteurs, la tendance dominante, à laquelle nous adhérons volontiers, est celle qui décèle du préambule de la Convention et du projet de convention initié par la Pologne, l'intention clairement affirmée par le législateur international de New York de viser la situation anténatale. On peut lire dans ce préambule l'extrait suivant. Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée avant comme après la naissance. Cet élan d'interprétation de la Convention du 20 novembre 1989 avait tout de même suscité quelques réticences, de dire d'experts. Néanmoins, il demeure avéré que devant toute difficulté d'interprétation des clauses d'une convention internationale, le recours à son préambule constitue une règle générale d'interprétation admise, sans réserve, par les États parties à la Convention internationale sur le droit des traités. 13. Quoi qu'il en soit, on s'aperçoit vite que sans appartenir a priori au champ disciplinaire du droit procédural, le vocable enfant en insinue pourtant le vocabulaire familier, en ce sens qu'il semble suggérer, pour sa compréhension, la détermination du dies quo et du dies adquem de l'enfance. Là, fait surface l'erreur de perception juridique véhiculée par la partie de la doctrine congolaise qui assimile le terme enfant à celui de mineur, c'est-à-dire une personne en chair et en os, déjà née. Ce qui correspond à la méconnaissance injustifiée de la période anténatale. Définir juridiquement le terme enfant ne devrait nullement procéder par inversion de l'ordre naturel des choses, en se fourvoyant à déterminer à quel âge finit l'enfance, sans avoir préalablement égard à son point de départ. Le point de départ de l'enfance, ce serait logiquement le début de la vie biologique de l'être humain, c'est-à-dire le moment de sa conception. Littéralement, cette prise de position est confortée par la charpente de la loi n° 09001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
On y trouve un chapitre à intituler suffisamment évocateur, en l'occurrence, de la protection de l'enfant avant sa naissance, parallèlement à un autre chapitre traitant de la protection de l'enfant après sa naissance. Ainsi, par enfant en droit congolais et précisément dans la présente étude, qui s'y réfère au premier chef, il y a lieu d'entendre l'être humain avant comme après la naissance, âgé de moins de 18 ans. Le monisme consacré par le constituant congolais et l'absence de réserve au moment de la ratification de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant par la rez-de-chaussée, ainsi que le principe légal d'attribution de la personnalité juridique à l'être humain dès sa conception, et non à la naissance comme c'est le cas dans certains droits étrangers, sont autant d'arguments péremptoires qui confortent l'approche bioprocessuelle du mot enfant adoptée dans la présente étude. 14. Si la précision sémantique vient d'être apportée sur l'entendement du mot enfant pris de façon isolée, l'orientation thématique de notre étude et le contexte de prévention de la transmission verticale du VIH dans lequel elle s'inscrit, nous obligent, pour éviter l'amalgame, de clarifier le sens de certains concepts directement associés aux dites mots. Nous en retenons 5, l'enfant à concevoir, l'enfant conçu, l'enfant naissant, l'enfant affecté et enfin l'enfant infecté. 15. Gérard Cornu définit la conception comme étant la procréation d'un enfant résultant de la fécondation de l'ovule dans l'utérus maternel, normalement causée par le rapport sexuel d'un homme et d'une femme, mais pouvant être provoquée par insémination artificielle, ou même d'une fécondation in vitro suivie d'implantation. Partant de cette définition, dans la présente étude, la référence à l'expression enfant à concevoir renverra à l'idée d'un futur et hypothétique enfant dont l'existence ne se situe que dans l'univers mental. Cette expression doctrinale s'inscrit dans la perspective du désir d'enfant. Elle nous servira d'outil conceptuel pour examiner, harmonieusement, les questions liées aux droits sexuels et reproductifs en liaison avec les peurs légitimes que génère le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Fondamentalement, le concept d'enfant à concevoir vient très à propos, dans la mesure où la plupart des législations contemporaines n'assurent pas seulement la protection de la vie humaine au stade de la gestation ou de la grossesse. Elles s'intéressent également à la situation préconceptionnelle de l'enfant, notamment en réprimant toute propagande antinataliste ou en encadrant la fécondation in vitro dans le respect strict de la dignité due à l'être humain à concevoir artificiellement. 16. Telle que circonscrite, l'expression enfant à concevoir sera très nettement distinguée de celle d'enfant conçu qui, elle, appartient au discours de la loi. Ce deuxième terme à définir désigne la réalité scientifiquement observable de début de vie biologique de l'être humain, le stade atteint par le produit de la grossesse étant indifférent. Ici, il conviendra de se rappeler que pendant la grossesse, le risque de contamination par le VIH de l'enfant en gestation n'est pas négligeable. Dans la jurisprudence et la doctrine, on s'accorde à tenir pour équivalents les termes enfant conçu et enfant à naître, chacun de deux pouvant indistinctement s'appliquer à l'embryon et au fœtus. Nous y adhérons, sous la seule réserve qu'en matière d'institution contractuelle, le législateur du Code de la famille fait emploi du terme enfant à naître dans un contexte tel que l'assimilation de l'enfant à naître à l'enfant conçu ne nous y semble pas être de mise. 17. Pour sa part, le terme enfant naissant désigne simplement l'enfant en instance d'accouchement qui, lorsqu'il n'a pas été éventuellement contaminé par le VIH in utero, en encourt le risque au moment de sa naissance. Logiquement, il s'agit de l'enfant se situant, selon que le regard lui est porté en amont ou en aval, à la porte de sortie de la vie intra-utérine ou à la porte d'entrée à la vie extra-utérine. Si pas en rez-de-chaussée, en l'état actuel de nos connaissances, du moins en France, le concept enfant naissant a déjà fait son entrée dans le discours jurisprudentiel. On retiendra pour illustration que dans une affaire, la Cour de Douai avait jugé qu'on ne saurait soutenir que l'homicide d'un enfant naissant, c'est-à-dire commis pendant l'accouchement même, ne tombe pas sous le coup de la loi. Cette doctrine, appliquée au crime d'infanticide, serait la source d'une immunité scandaleuse. 18. Comme nous l'avons relevé précédemment, la transmission du VIH de la mère séropositive à l'enfant au moment de l'accouchement est une simple éventualité. Il peut fort heureusement arriver que l'enfant venu au monde des entrailles de la femme séropositive soit exempt du VIH. Ce qui nous amène à en venir au concept d'enfant affecté,
pour déterminer le contenu que nous entendons lui conférer. L'expression enfant affecté se situe à cheval entre la qualification légale de groupe vulnérable et celle de personnes affectées par le VIH. En effet, au sens de l'article 1er de la loi numéro 08011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées, on entend par groupe vulnérable l'ensemble de personnes particulièrement exposées au risque d'infection à VIH, notamment les enfants, et par personnes affectées par le VIH, les conjoints, enfants ou tout autre parent qui subit les effets collatéraux de la personne vivante avec le VIH/SIDA. De ce qui précède, l'expression enfant affecté peut s'entendre de l'enfant né séronégatif d'une mère séropositive. Il apparaît particulièrement exposé au danger de séroconversion, en raison du risque additionnel de transmission verticale du VIH que comporte l'allaitement maternel. 19. Enfin, entre en ligne de compte de notre cadre conceptuel, le cinquième et dernier terme à définir, enfant affecté. Le mot n'en dit-il pas déjà assez éloquemment ? Ici, la situation envisagée est celle d'un enfant pris au piège du risque d'infection à VIH. 20. À l'égard d'un tel enfant victime de la contamination par le VIH, le terme protection, associé à l'épithète appropriée, dans le préambule de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, ne saurait revêtir en droit d'autre sens que celui de la prise en charge sociale et de la réparation pour parer aux conséquences néfastes du VIH sur sa personne et son devenir. D'où la pertinence de la remarque de la professeure Joséphine Idzumbuir à SSOP selon laquelle, pour être complète, la protection de l'enfant se joue au niveau tant préventif que curatif et social. Problématiques et questions de recherche. 21. Les situations problèmes couleront de soi. D'abord, entre désir effréné d'enfanter et risque prévisible de naître avec handicap d'infection par le VIH, on se retrouve vite au cœur de la controverse juridique et éthique sur le droit à la procréation des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Faudrait-il carrément le leur dénier, notamment par la préconisation du recours aux méthodes de contraception, stérilisation, usage de préservatifs, etc. En restreindre simplement le champ d'exercice à leur égard ou plutôt le réaffirmer absolument à leur profit ? 22. Ensuite, corrélativement, est-il socialement acceptable et éthiquement permis d'engager le droit objectif sur le chemin de la consécration d'une conception d'interruption volontaire de grossesse, IVG, en raison du risque de donner naissance à un enfant atteint de l'infection incurable à VIH ? 23. Sous un autre angle, il est admis qu'en Afrique, la voie sexuelle constitue le premier vecteur de propagation du VIH et représenterait environ 90% des cas de séroconversion enregistrés jusqu'ici. Or, du moins par le procédé naturel, la procréation suppose un rapport hétérosexuel non protégé. Ainsi, à l'évidence, le droit à la procréation en contexte de couple sérodiscordant soulève chez le juriste autant d'inquiétudes que d'interrogations. Parmi elles, l'on pourrait retenir le problème lié à l'annonce de la séropositivité d'une personne à son conjoint et ou à ses partenaires sexuels. À ce dernier propos, d'aucuns estiment qu'une personne sexuellement active, qui se sait porteuse du VIH, a le devoir moral de ne pas contaminer autrui. Ce qui lui impose vis-à-vis de son ou ses partenaires sexuels habituels ou occasionnels au-delà d'une simple abstention, un devoir corollaire de mise en garde. À cet égard, la question se pose au législateur de savoir ce qui conviendrait le mieux, au regard des exigences de l'éthique et du droit individuel à la vie privée, entre hisser le devoir d'annoncer son statut sérologique à son conjoint ou partenaire sexuel au rang d'une obligation légale, et en faire une simple faculté d'information laissée à la discrétion de la personne séropositive concernée. 24. Dans le même registre, se pose également la question de savoir sous quelles conditions légales le refus d'annoncer soi-même sa séropositivité à son conjoint ou partenaire sexuel pourrait, légitimement, être contourné au moyen de la dénonciation à la diligence du tiers professionnel de santé. On imagine que c'est dans l'exercice de ses fonctions que celui-ci eut connaissance du statut séropositif du patient concerné. On est manifestement en face d'un grave dilemme juridique et éthique posé aux médecins et autres intervenants paramédicaux autour de la notion de secret médical ou professionnel.
25. Aussi, hors tout rapport sexuel procréatif, rapport par essence exposé au risque de transmission horizontale ou verticale du VIH, la question de la procréation artificielle s'invite dans le champ de notre problématique d'étude. En effet, dans les couples où l'homme est séropositif, les progrès actuels de la science rendent possible un traitement biologique et virologique du sperme. Cette sorte de lavage de sperme, qui n'en est pas moins une pratique eugénique, permet de sélectionner une population de spermatozoïdes dont la charge virale est indétectable, réduisant quasiment à zéro le risque de contamination par le VIH de la femme et donc de l'enfant. Selon le bilan des fonctions génitales de deux partenaires sérodifférents, le choix de la technique d'assistance médicale à la procréation, AMP, pourrait alors être fait conséquemment. Un tel progrès de la biomédecine ne va pas sans soulever des interrogations dans la sphère du droit en général, et du droit de la bioéthique en particulier. 26. À l'opposé, lorsque c'est la femme qui est séropositive, qu'est-ce qui, d'un point de vue social ou bioéthique, interdirait alors aux législateurs et aux juristes de porter un regard innovant sur la technique de gestation pour autrui, GPA, désignée autrement par la maternité de substitution? Peut-être faudrait-il déjà le faire remarquer. À notre connaissance, aucune étude n'a jusqu'ici mis en perspective cette technique d'AMP avec la problématique de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. 27. À l'état actuel de la biomédecine, on enregistre diverses méthodes d'AMP susceptibles de réduire chez la femme séropositive le risque de transmission du VIH à l'enfant à concevoir ou à naître. Cependant, à l'évidence, le risque zéro demeure un pari scientifique non encore gagné. Ces méthodes d'AMP restent dominées par le placement des femmes enceintes séropositives sous traitement antirétroviral, TAR. D'après les directives de l'OMS, la prophylaxie antirétrovirale de la transmission materno-fétale du VIH exige que les femmes enceintes soient dépistées au VIH aussi précocement que possible, pour distinguer les séropositives nécessitant une prise en charge médicale appropriée de femmes qui sont séronégatives. Se pose dans ces conditions le problème de diagnostic prénatal du VIH. En considération de l'exigence éthique du consentement préalable de la femme enceinte à dépister, la question de diagnostic prénatal du VIH fait appel à un consensus a priori difficile à réaliser entre, d'une part, les droits à l'intégrité physique et à la vie privée ou à la confidentialité des informations sérologiques de la mère, et d'autre part, le souci pour le bien-être et l'intérêt supérieur de l'enfant à naître. 28. Dans un même contexte, il n'est pas exclu que les prestataires des soins de santé de la reproduction se voient confrontés aux femmes enceintes séropositives en situation de refus des soins destinés à prévenir la transmission périnatale du VIH. Les raisons à la base du refus maternel desdits soins sont variables. Dans la pratique sociale, on semblerait invoquer le plus souvent des convictions religieuses personnelles. Le droit devrait-il les tenir pour déraisonnables? Une injonction des soins dans l'intérêt de l'enfant à naître, une sorte de traitement pour autrui, serait-elle éthiquement acceptable en ce domaine? Y a-t-il, à contrario, lieu à notion d'acharnement ou d'obstination thérapeutique déraisonnable? 29. Par ailleurs, quoiqu'elle dépasse le stade prénatal de l'enfant, auquel se limite notre étude, les situations problèmes en rapport avec les concepts d'enfants affectés et d'enfants infectés entretiennent un lien étroit avec la période antérieure à la naissance, ainsi qu'il apparaît judicieux d'en mentionner quelques-unes. 30. Dans l'hypothèse de l'enfant affecté, enfant né sans VIH de mère séropositive, en plus d'un accompagnement médicamenteux en antirétroviraux, ARV, la médecine recommande l'allaitement artificiel exclusif, en remplacement de l'allaitement au sein comportant un risque additionnel de contamination par le VIH de l'enfant après sa naissance. Pourtant, nul n'ignore que d'un point de vue culturel, la femme noire africaine est particulièrement encline à l'allaitement au sein. Bien plus, en raison de conditions socio-économiques d'extrême précarité dans lesquelles végètent de nombreuses femmes sur le continent africain, l'alimentation de substitution au lait maternel demeure un luxe. 31. Dans l'hypothèse cette fois-ci, de l'enfant infecté, on s'attachera au problème relatif à son indemnisation en tant que victime de la transmission maternelle du VIH et à la recherche des fondements juridiques de sa prétention au droit à la réparation du préjudice sérologique.
La mère séropositive est-elle, sinon, devrait-elle être tenue pour civilement voire pénalement responsable de la venue au monde d'un enfant handicapé par l'infection à VIH? Qu'en est-il de l'État tenu, dans la majeure partie des corpus législatifs spécifiques au VIH-Sida, pour premier responsable de la lutte contre la propagation du VIH? 32. Apparemment évasif au premier abord, le questionnement général de notre recherche obéit fondamentalement à un même fil conducteur. Il témoigne de la pertinence d'un regard juridique et de bioéthique sur une réalité observable perçue comme le point d'intersection de l'ensemble des situations-problèmes précédemment identifiées, en l'occurrence, le risque biologique de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Inévitablement, aux législateurs comme aux juristes et à la société tout entière, toutes ces situations-problèmes imposent une attention bien méritée. Sur la plupart d'entre elles, la jurisprudence se révèle malheureusement sinon inexistante, du moins indigente. La doctrine juridique, quant à elle, fait encore montre de silence coupable. Ce qui ne revient pas à nier, dans un cadre plus général, l'existence des travaux que comporte l'état actuel de l'art sur le couple, droit et VIH-Sida. Il importe d'en dresser un bilan sommaire. État de la recherche sur l'objet d'étude et question principale de recherche retenue. 33. La littérature sur l'interaction entre la crise sociale née de l'épidémie du VIH-Sida et le droit, entendu au sens d'instrument de régulation sociale, remonte historiquement de la période avoisinant la fin des années 80. Durant cette période, un intérêt accru pour l'étude des aspects juridiques de l'épidémie du VIH-Sida permit de mettre en relief le rôle phare du droit dans la lutte contre cette épidémie. 34. Mérite à nos yeux une mention spéciale, les travaux de la Table ronde internationale tenue du 24 au 26 octobre 1991, lesquels ont été publiés sous la direction de Jacques Foyer et Lucette Caillat. Ce colloque de haute facture scientifique avait réuni les spécialistes de 20 États, venus des 5 continents et choisis précisément en raison de leurs différences, pour passer au peigne fin les balbutiements de réponses apportées par les droits nationaux aux problèmes juridiques soulevés par le sida. 35. Au fil du temps, le droit s'est trouvé officiellement investi d'un rôle avant-gardiste dans la lutte contre l'épidémie du VIH-Sida, grâce à une reconnaissance internationale de grande portée historique. Ce qui a expliqué, à travers plusieurs pays, la propension observée à la juridicisation de la lutte contre l'épidémie du VIH-Sida. Phénomène relativement récent, la juridicisation de la lutte contre l'épidémie du VIH-Sida se traduit par une floraison des législations nationales spécifiques au VIH-Sida. Leur vocation première étant en règle générale, d'offrir aux personnes vulnérables des moyens d'éviter l'infection à VIH et, en même temps, de permettre aux personnes vivant avec le VIH de jouir de leurs droits et libertés fondamentaux, d'accéder à la prévention, au traitement, aux soins et à l'accompagnement liés au VIH. En effet, à l'épidémie virale, on a répondu entre autres choses par une épidémie de lois et de politiques. Dès 1991, l'OMS recensait 583 lois et règlements concernant l'infection au VIH et le sida dans les différents pays. Témoigne également de la juridicisation de la lutte contre le VIH-Sida, l'afflux d'instruments juridiques consacrés à la problématique du VIH et du sida, tant au niveau onusien qu'à celui des ensembles régionaux voire sous-régionaux. 36. La revue de la littérature permet de montrer que dans la majeure partie des corpus législatifs nationaux, les tentatives de réponse aux questionnements soulevés par le VIH-Sida se tiraillent sans cesse entre deux impératifs souvent difficiles à concilier. D'une part, la réaffirmation des droits de la personne infectée par le VIH ou vulnérable à ce virus, et d'autre part, la nécessité de protéger la santé publique. C'est ce qui fit dire à l'ONU-SIDA et au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, que, dans le contexte du VIH, les normes internationales des droits de l'homme et les objectifs concrets de santé publique obligent les États à envisager des mesures qui risquent de prêter à controverse, s'agissant en particulier des femmes et des enfants. Il appartient néanmoins à chaque État de déterminer la manière la plus efficace de satisfaire à ses obligations en matière de droits de l'homme, et de protéger la santé publique en tenant compte de son contexte politique, culturel et religieux particulier. 37. On conviendra volontiers,
de ce que d'après les principales tendances et théories qui se dégagent de l'état actuel du droit, les rôles jusqu'ici joués par les lois dans les réponses nationales à la pandémie du sida sont de deux types. Le rôle ou modèle punitif. Fondé sur le primat de la santé publique, il consiste à prohiber sous la menace des sanctions pénales, des pratiques et comportements présentant pour soi-même ou autrui le risque d'être infecté par le VIH. Le rôle ou modèle protectionniste et libéral, axé sur la manière dont la loi peut protéger des individus ou des groupes d'individus contre toute forme de discrimination ou de stigmatisation basée soit sur leur statut séropositif pour le VIH, soit sur leur vulnérabilité au VIH. 38. En outre, il est certes admis que les États peuvent, dans certains cas très précis, imposer des restrictions à l'exercice de certains droits si ces restrictions sont nécessaires pour atteindre des objectifs qui priment sur les autres comme la santé publique, les droits d'autrui, la moralité, l'ordre public, le bien-être général d'une société démocratique et la sécurité nationale. Au demeurant, c'est sur ce fondement que la santé publique se voit être le motif le plus fréquemment invoqué ou sous-entendu par les législateurs nationaux, lorsqu'ils assortissent certains droits humains de restrictions dans le contexte de l'épidémie du VIH-Sida. Cependant, à l'analyse, dans la manière de saisir le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant, les textes du droit positif, textes nationaux, étrangers et internationaux, ne permettent pas de déceler très nettement, parmi les restrictions possibles à l'exercice de certains droits humains, la frontière éthique et juridique entre l'acceptable et l'inacceptable, le raisonnable et le déraisonnable, le licite et l'illicite. 39. Aussi, en l'état actuel de l'art, on semble ne pas encore disposer d'études axées sur la recherche d'un équilibre éthique harmonieux entre les droits de l'homme et la santé publique dans le cadre spécifique de l'appréhension du risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Dans un cadre plus large, en revanche, de rares travaux scientifiques sont à signaler. Excepté la thèse de Madame Julie Mabila, les plus récents et pertinents d'entre eux sont l'œuvre des agences des Nations Unies. C'est le cas de la version consolidée de 2006 du document intitulé « Le VIH-Sida et les droits de l'homme ». Directives internationales, issue de 2 consultations internationales sur le VIH-Sida et les droits de l'homme tenues à Genève, respectivement du 23 au 25 septembre 1996 et du 25 au 26 juillet 2002, sous les auspices conjoints du HCDH et de l'ONU-Sida. C'est aussi le cas des considérations juridiques sur le VIH-Sida, qu'on retrouve dans le Guide de réforme des politiques publiques et du cadre juridique publié par la Banque mondiale en 2007. Au cours de la même année, puis en 2011, d'autres publications d'une importance juridique capitale ont été éditées conjointement par l'ONU-Sida et le PNUD. Mérite enfin d'être signalée l'étude publiée en juillet 2012 par la Commission mondiale sur le VIH et le droit autour du thème « Risques, droits et santé ». Tous ces travaux antérieurs ont le mérite de donner une vue panoramique de la problématique juridique et éthique suscitée par le VIH-Sida, et de formuler, à l'intention des États, des recommandations utiles à réformer leur législation nationale dans toute la mesure compatible avec leurs engagements internationaux en matière de droits de l'homme. On ne saura le nier. Néanmoins, dans ce lot, sauf à l'état embryonnaire, aucune étude ne traite spécifiquement de la thématique de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, de la manière la plus exhaustive possible et dans ses multiples controverses juridiques et bioéthiques. 40. C'est à l'intérieur de ce secteur incomplet, des travaux juridiques antérieurs que se positionne la question principale de notre recherche. Nous la formulons en un propos interrogatif comme suit. En contexte sous-développé d'Afrique subsaharienne, comment appréhender en droit le risque biologique de transmission prénatale du VIH de la mère à l'enfant, sans rompre avec l'équilibre éthique nécessaire entre droit et liberté de la femme ou mère séropositive et bien-être de l'enfant ? 41. Fort de son actualité brûlante, de son importance pour la société et de sa pertinence pour le progrès de la science du droit, toutes ces considérations ayant déjà été effleurées dans nos développements antérieurs, l'objet de la présente recherche est objectivement d'un intérêt si évident que s'y attarder laisserait se filtrer des redondances dans notre écriture. Mal littéraire vu de loin, la prudence commande de l'éviter. Par contre, au niveau personnel, au-delà de notre engagement professionnel dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida,
L'intérêt de ce travail de recherche est qu'il nous ouvre les autoroutes à l'entrée privilégiée, dans la double sphère scientifique du droit de la santé et du droit de la bioéthique. En effet, ces deux disciplines juridiques relativement jeunes sont encore en friche, si pas généralement en Afrique, du moins singulièrement en rez-de-chaussée, où ni le système de l'enseignement universitaire, ni le programme officiel des cours dans les facultés de droit ne leur aménagent un espace nécessaire à l'incitation des travaux de recherche et à leur émergence. Dispositif méthodologique choisi et justification. 42. Pour mener à bien cette recherche scientifique, il nous a fallu définir rigoureusement des moyens méthodologiques appropriés et envisager, avec réalisme, une délimitation rationnelle du champ de l'étude. Sous cet angle, premièrement, il nous est apparu indiqué de privilégier une méthode de raisonnement de type inductif, à laquelle les juristes ne s'intéressent que de façon très marginale. Grâce à elle, notre démarche aura consisté à partir d'abord du particulier de chaque situation-problème concrètement retenue, avec le risque scientifiquement établi de transmission verticale du VIH qu'elle renferme, pour en venir ensuite à interroger les règles générales du corpus juridique. Autrement dit, pour paraphraser Madame Nadia Belrhomari, il s'est agi de partir des données observables, des faits cristallisés tout entiers, pour en induire le régime de protection juridique rattachable, en droit positif comme en droit prospectif. 43. Deuxièmement, nous avons privilégié une approche holistique et interdisciplinaire dans la manière d'aborder les problématiques étudiées. Deux raisons qui se tiennent expliquent ce choix. D'abord, le VIH-Sida est à lui seul une question de santé publique à caractère transversal. Ensuite, il n'est par conséquent pas possible de mieux comprendre certaines attitudes ou pratiques à risque de transmission du VIH sans transcender le positivisme juridique, pour emprunter les lunettes d'autres disciplines telles que la sociologie, l'anthropologie juridique, la philosophie, l'histoire, etc. 44. S'agissant plus particulièrement de l'approche anthropologique du droit, elle présente l'avantage de permettre de comprendre le fonctionnement réel des sociétés, leurs référents culturels, les limites du droit positif et les réalités endogènes qui parfois scellent à l'avance le sort de l'ineffectivité et ou de l'inefficacité du droit étatique ou droit officiel. Sous l'emprise de cette approche, nous avons administré des questionnaires d'enquête de terrain, principalement dans la ville de Kinshasa, avec le concours de quelques étudiants de la faculté de droit de l'université de Kinshasa et de certains membres d'associations locales spécialisées dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Ce faisant, nous avons organisé des interviews avec des acteurs sociaux privilégiés et autres catégories des personnes cibles telles que les personnes vivant avec le VIH-Sida, la population des femmes enceintes habituées aux consultations prénatales, CPN, les prestataires des soins prénatals et autres professionnels de santé de la reproduction, ainsi que les personnes du troisième âge jouissant généralement de la présomption de savoir en matière de droit traditionnel non écrit ou de normes culturelles locales. 45. En troisième position, a été enfin mobilisée la méthode comparative. L'intérêt de faire le droit comparé dans une étude juridique portant sur le VIH-Sida s'explique par le phénomène de la juridicisation de la lutte contre le VIH-Sida évoqué supra. 46. De l'avis de nombre d'auteurs, le premier problème que soulève le recours au droit comparé est celui de la détermination du champ de comparabilité des droits. Tout est fonction du choix rationnel et réaliste fait par le comparatiste. C'est le lieu de préciser que nos recherches comparatives se sont principalement orientées vers les corpus législatifs de 10 États africains, à savoir le Burkina Faso, le Burundi, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, le Togo et le Sénégal. Dans la sélection, ce choix a obéi à un double critère juridique et géopolitique visant non seulement à faciliter la comparaison, en contournant certains écueils, mais aussi à l'objectiviser. 47. Sur le plan juridique, on remarquera qu'en ce qui concerne les rapports entre le droit international et le droit interne, ces différents États appartiennent au système moniste avec primauté de la norme internationale sur la norme interne. Tous sont parties prenantes à la Convention de New York sur les droits de l'enfant. Sous un autre angle,
aucun de ces États ne s'est effectivement affranchi du dualisme encore présent en Afrique postcoloniale entre le droit écrit ou étatique, et les droits traditionnels ou autochtones auxquels la majeure partie des populations s'identifient. Aussi, historiquement, les États retenus sont tous de tradition juridique romano-germanique. À ces différentes considérations vient s'ajouter un détail important: tous ces États se sont dotés des lois spécifiques au VIH-Sida. Il n'y a aucun doute possible sur le fait que toutes ces caractéristiques juridiques sont le propre du droit congolais. 48. Sur le plan géopolitique, dans le choix des pays à étudier, nous avons eu égard à leur localisation dans la région francophone de l'Afrique subsaharienne. Cette partie du continent africain se caractérise par une situation épidémiologique du VIH extrêmement dramatique dans la population infantile et de faibles taux d'indice de développement humain, IDH. 49. Ce choix pour l'africanisation de notre étude de droit comparé ne nous a pas pour autant empêché de faire des incursions rendues nécessaires dans d'autres systèmes juridiques étrangers, à la famille des droits africains contemporains. Le plus souvent cela s'est justifié par le constat, au sein de ces systèmes, d'une certaine longueur d'avance normative, jurisprudentielle ou doctrinale sur un aspect donné de l'étude. 50. C'est ce qui explique, il importe d'en faire une remarque spéciale, un abreuvage fréquent aux sources riches en enseignement du droit français. Sans doute, pour une étude comparative portant sur le droit et l'épidémie du VIH-Sida, il eût été historiquement inexcusable de passer sous silence le succès recueilli par la célèbre affaire du sang contaminé. De même, l'on ne devrait, sauf moindre effort, ne pas avoir égard à la production jurisprudentielle particulièrement abondante en France, non seulement sur des questions d'indemnisation des victimes de la contamination par le VIH, mais aussi et surtout sur une variété des questions de bioéthique et de droit de la santé d'actualité scientifique internationale. Aussi, la place privilégiée qu'occupe le droit français dans la présente étude se justifie par le fait qu'il a très largement inspiré l'actuel avant-projet de code pénal congolais, spécialement dans sa partie de droit émerge de la bioéthique, nommons-la ainsi, comportant des dispositions relatives aux crimes d'eugénisme et au clonage reproductif, aux atteintes à l'espèce humaine, aux atteintes au corps humain et aux atteintes à l'embryon humain. 51. Par ailleurs, il est admis qu'un autre problème, et non le moindre, que le comparatiste est appelé à vider avant tout examen au fond, c'est celui de la détermination de la méthode. En réalité, il est abusif de parler de la méthode de droit comparé car en droit comparé coexistent, voire se rivalisent, plusieurs méthodes d'approche. Dans cette étude, compte tenu de la richesse inestimable que renferme de nos jours la normativité en matière de VIH-Sida, la méthode de comparaison systématique, pour complexe et exigeante qu'elle puisse être, nous est paradoxalement apparue appauvrissante en termes de collecte maximale d'informations juridiques. Nous lui avons préféré la méthode d'information comparative qui, elle, rend possible la mise en relief d'un large éventail des normes émanant des systèmes juridiques aussi divers que diversifiés, lorsqu'elle procède d'une même ratio legis ou semble poursuivre un objectif commun. C'est dire que ni le souci de réalisme qui a présidé à la délimitation géographique du champ de comparabilité de notre étude, ni la renonciation à la méthode de comparaison systématique, ne devraient être interprétés comme l'expression d'une solution de facilité, mais plutôt un choix rationalisé à l'aune des objectifs poursuivis par la recherche. Notre volonté ne consiste pas en effet à entrevoir les possibilités d'une harmonisation des droits africains étudiés, ni celle d'unification des normes, quoique l'étude menée soit à même d'y contribuer par ricochet. Elle consiste plutôt à rechercher l'amélioration du droit national du comparatiste, le droit congolais, par d'éventuels apports tirant leur source des systèmes juridiques qui lui sont étrangers. Aussi, songera-t-on à préciser en définitive l'hypothèse principale de départ de notre étude et sa division sommaire. Hypothèse de départ et division sommaire de l'étude. 52. En rez-de-chaussée, comme dans la plupart des pays africains, face à la forte probabilité de naître avec le VIH, la protection juridique offerte à l'enfant se révèle insuffisante et incohérente. Le choix de politiques législatives majoritairement opérées par les États africains a tendance à privilégier démesurément les droits et libertés individuelles de la femme ou mère séropositive sur son corps. Ce qui, à de nombreux égards,
contraste avec la conception que le droit positif se fait de la notion d'intérêt supérieur de l'enfant et du principe de précaution. 53. Dès lors, tiraillés essentiellement entre droit à l'enfant et droit de l'enfant, les législations africaines spécifiques au VIH-Sida sont invitées à intérioriser un nouveau paradigme de normativité. Celui-ci étant fondé sur la recherche d'une conciliation éthique, qui n'apparaisse pas manifestement disproportionnée, entre l'autonomie de soi de la femme ou mère séropositive sur son corps et la responsabilité de ses choix en matière de santé de la reproduction. 54. Pour nous attacher à démontrer systématiquement cette thèse, il paraît indispensable de considérer le projet de maternité dans toute sa temporalité prénatale. C'est pourquoi dans le présent ouvrage, le régime juridique de protection de l'enfant contre le risque de naître avec le VIH sera appréhendé en deux temps. D'abord, a priori, avant la conception de l'enfant, première partie, ensuite, a posteriori, pendant la gestation de l'enfant ou l'étape de la grossesse, deuxième partie. Première partie, la protection a priori de l'enfant avant et sa conception. 55. D'après l'UNICEF, les générations sans sida commencent par les enfants. On peut tirer de ce slogan international la leçon que face au risque récurrent de transmission du VIH de la mère à l'enfant, le principe de précaution impose aux générations présentes un devoir moral de sécurité vis-à-vis des générations futures. Ce devoir de chacun et de tous invite à prendre toute disposition raisonnable et proportionnée nécessaire à éliminer, à moyen ou long terme, les nouvelles infections par le VIH parmi les enfants. Dans cette optique, parler de la protection juridique de l'enfant avant qu'il ne soit conçu reviendrait à questionner la prise en compte du risque de transmission maternelle du VIH dans la réglementation applicable à l'activité humaine procréative. En effet, de nos jours, les découvertes en biologie humaine et les innovations biotechnologiques qui les accompagnent ont modifié radicalement notre image de la procréation. Désormais, on peut se passer du procédé naturel de rapprochement hétérosexuel conduisant à la conception in utero de l'enfant, et procréer artificiellement, en parvenant à la conception in vitro de l'enfant désiré. De même, les développements actuels sur les méthodes de prévention de la transmission du VIH et la découverte du traitement antirétroviral ont changé les représentations sociales sur l'infection à VIH-Sida et le regard que l'opinion publique porte sur les personnes à risque de propagation du VIH. Les législateurs se voient aujourd'hui contraints à prendre position sur des questions qui leur sont sans cesse suggérées par toutes ces profondes mutations enregistrées dans le domaine de la procréation. Cette problématique suscite des interrogations sur la manière dont le droit congolais saisit le désir légitime d'enfant chez la femme séropositive ou la femme séronégative vivant en couple sérodiscordant, selon le cas. Voilà pourquoi nous envisagerons l'étude des règles encadrant la procréation humaine, en distinguant nettement la perspective de la conception in utero chez la femme séropositive. Titre 1er. De celle relative à la conception in vitro en contexte de couple sérodiscordant, titre 2. Titre 1er. L'encadrement juridique de la conception in utero chez la femme séropositive. 56. Les expressions conception in utero et procréation naturelle peuvent être tenues pour interchangeables. Le législateur congolais emploie génériquement le terme procréation, sans en fournir la définition. Dans la doctrine, la procréation a été définie comme étant l'acte de concevoir, d'engendrer, lorsqu'il s'agit des enfants. En règle générale, toute femme en âge de procréer peut souhaiter concevoir ou au contraire ne pas concevoir. Selon l'hypothèse, elle s'accouplera à un partenaire de sexe opposé ou recourra aux moyens de contraception pour faire obstacle à l'ovulation. Classiquement, les juristes admettent que les libertés de concevoir ou de ne pas concevoir ne nécessitent pas a priori l'ingérence du droit. Ce sont des activités intimes qui se déroulent suivant la seule volonté des individus. Néanmoins, l'examen de la situation actuelle de ces libertés montre que des dispositions juridiques sont progressivement apparues. En droit congolais, les normes relatives à la procréation humaine sont éparses et de nature juridique très variée. Ainsi, en considération du risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant,
la régulation chez la femme séropositive des libertés de concevoir et de ne pas concevoir mérite d'être étudiée. Nous verrons comment le droit positif nuance la liberté de concevoir de la femme séropositive, chapitre 1er, en même temps qu'il porte sur sa liberté de ne pas concevoir un regard plutôt contrasté, chapitre 2. Chapitre 1er, une liberté de concevoir nuancée. 57. On conviendra avec Annabelle DESGREES du LOU accent circonflexe et Benoît Ferry que sexualité et procréation sont très liées et constituent les deux principales voies de transmission du VIH sur le continent africain, le plus touché par l'épidémie. Certes, le vécu de la sexualité ne saurait se résumer au simple fait d'avoir des rapports sexuels ou de ne plus en avoir, d'utiliser des préservatifs ou de refuser leur emploi. Il englobe une part beaucoup plus importante de la vie de l'individu. Il comprend tout ce qui a trait à l'image de soi et de son corps, au désir et à la satisfaction. Il recouvre tout ce qu'implique la relation à autrui, qu'elle soit existante ou à créer, profonde ou superficielle. En témoignent des préoccupations d'ordre sociologique, telles que: quels sont les problèmes liés à la sexualité quand on est séropositif? Comment sont-ils vécus? Quelles incidences ont-ils sur la prévention de la transmission du VIH? Dans cette perspective de pure sociologie de la sexualité, bon nombre d'études révèlent que 25 à 71% des personnes VIH positives présentent des troubles de la sexualité. Certains témoignages émanant de cette catégorie des personnes font état des blocages de la libido plus ou moins prolongés, voire du sacrifice de la sexualité. Il semble même que, pour être en parfait état psychologique de jouissance, nombreuses sont des personnes séropositives qui préfèrent des partenaires sexuels de leur état sérologique. La raison en serait que, d'instants supposés de plaisir, les rapports sexuels avec un partenaire sérodifférent se transforment à des moments d'angoisse qui viennent leur rappeler, désagréablement, tout aussi la présence de la maladie que l'absence de certitude absolue de ne pas la transmettre à autrui. 58. Toutefois, là n'est pas l'essentiel de notre propos. Ce qui intéresse notre étude, c'est d'abord l'analyse critique de la manière dont le droit positif, section 1, régit la vie sexuelle des personnes vivant avec le VIH en général et celle de la femme séropositive en particulier. Les critiques issues de cette analyse nous auront permis ensuite de mettre en perspective et de repenser le droit en vigueur, section 2, pour une protection adéquate de l'enfant à concevoir contre le risque de contamination par le VIH. Section 1, l'analyse critique du droit positif. 59. Rappelons que la procréation naturelle ne peut se concevoir sans le rapprochement sexuel entre un homme et une femme. D'où la curiosité de chercher à savoir si le recours par la femme séropositive au rapport sexuel non protégé est licite. En d'autres termes, la femme vivant avec le VIH/SIDA jouit-elle de la liberté de concevoir naturellement? Si dans une première acception, la liberté est la qualité de ce qui n'est pas soumis à une contrainte physique, psychologique ou morale, la seconde acception qui convient le mieux aux juristes est celle qui consiste à considérer que être libre d'agir, c'est avoir le droit ou le pouvoir d'accomplir tel ou tel acte. Le mot libre est synonyme de licite ou de permis. Nous montrerons que les rapports sexuels procréatifs constituent un champ de la vie privée dans lequel, par principe, le droit d'entrée a été légalement reconnu à toutes les personnes vivant avec le VIH/SIDA, y compris la femme séropositive. 1. Il y a cependant une nuance: pour être licite, leur entrée dans ce champ est assortie d'une subtile condition qu'il nous appartiendra de décrypter. 2. Paragraphe 1. Le principe de la libre entrée de la femme séropositive dans le champ des rapports sexuels procréatifs. 60. La règle selon laquelle la femme séropositive a libre entrée dans le champ de la procréation trouve sa base légale à l'article 8 de la loi n° 08-011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées. Cet article dispose que, conformément à l'article 40 de la Constitution, les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes affectées ont droit au mariage et à la procréation. En son premier alinéa, l'article 40 de la Constitution visé par le législateur indique que tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille.
La doctrine voit dans la liberté de procréer un droit naturel implicitement contenu dans le droit individuel de fonder une famille. Celui-ci étant consacré par les instruments juridiques internationaux opposables à la rez-de-chaussée, en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 61. Ainsi, du droit à la procréation légalement reconnu aux femmes séropositives, on peut inférer que chez cette catégorie des personnes, le recours au rapport sexuel non protégé, voie naturelle par excellence de la procréation, est incontestablement licite. Ce qui correspond à affirmer, en d'autres termes, que les femmes séropositives n'ont aucunement l'obligation légale d'utiliser les préservatifs lors des rapports sexuels qu'elles entretiennent. La solution manifestement libérale adoptée par le législateur congolais appelle quelques critiques. Les unes se réfèrent au contexte juridique international A, et les autres au droit comparé africain B. A. Les critiques dictées par le contexte juridique international. 62. À son actif, la position du législateur du 14 juillet 2008 sur la faculté de procréation chez les personnes vivant avec le VIH-Sida se justifie par l'exigence de respect due aux engagements internationaux souscrits par la rez-de-chaussée en matière de droit à la protection contre la discrimination. 1. Ceci n'empêche de reprocher audit législateur d'avoir consacré un certain double emploi normatif. 2. Bien plus, sa position révèle une profonde crise de cohérence au sein du tissu juridique congolais. 3. 1. Le respect dû aux engagements internationaux de l'État congolais en matière de droit à la protection contre la discrimination. 63. À propos de la liberté de procréation chez les personnes vivant avec le VIH-Sida, l'option levée par le législateur congolais présente l'avantage d'être conforme aux exigences du droit international positif. En effet, les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme se montrent hostiles à toute forme de discrimination. L'État, dont la législation nationale dénierait le droit à la procréation aux personnes ou femmes séropositives, pour quelque raison de santé publique que ce soit, se rendrait a priori coupable de violation de ses engagements internationaux en matière de droit à la protection contre la discrimination. En cette matière des droits de la personne humaine, la jurisprudence et la doctrine se veulent particulièrement rigoureuses au regard de la règle « pacta sunt servanda » consacrée par l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Elles y tiennent pour inopérant le principe de réciprocité que les textes constitutionnels dans bien d'États ont érigé en condition d'application des traités internationaux en droit interne. C'est aussi l'avis du Comité des droits de l'homme, qui a fait de la dérogation au principe de réciprocité une règle générale applicable à l'ensemble des traités de protection des droits de la personne humaine. 64. Par ailleurs, il avait, à juste titre, semblé à la Commission des droits de l'homme que l'expression « autre situation », qui figure dans les dispositions de droit international interdisant la discrimination, devrait être interprétée comme incluant la situation en matière de santé, notamment pour ce qui est du VIH. Au nombre de tout premiers instruments juridiques internationaux ayant employé l'expression « autre situation », il y a lieu de mentionner la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui précise à son article 2 que chacun peut se prévaloir de tous les droits proclamés sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion publique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Au niveau régional, mérite d'être invoqué l'article 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente charte, sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 65. D'ailleurs, outre l'expression « autre situation », interprétée par la Commission des droits de l'homme comme incluant l'état sérologique des personnes, on pouvait aboutir à la même conclusion, c'est-à-dire étendre aux personnes séropositives le bénéfice des dispositions juridiques interdisant la discrimination, en prenant simplement en compte la valeur juridique de l'adverbe, notamment. Cet adverbe est également familier aux dites dispositions, comme on peut aisément s'en rendre compte en les inventoriant. En effet, en légistique,
Le mot notamment a toujours été considéré comme introduisant une énumération qui se veut simplement indicative ou illustrative par opposition aux énonciations exhaustives. C'est dire qu'au sens du droit international positif, l'énumération des motifs de discrimination ne devrait pas être considérée comme prétendant à l'exhaustivité. Des situations de fait en nombre illimité, quoique non expressément visées par le législateur international, n'en rentrent pas moins dans ses prévisions, implicitement certes. Face à cet état des lieux des normes internationales relatives au droit de chacun à la non-discrimination, l'intervention supplémentaire du législateur national était-elle pour autant opportune ? 2. Un double emploi normatif compréhensible. 66. Compte tenu de l'antériorité des instruments juridiques internationaux d'interdiction de la discrimination par rapport à la loi congolaise du 14 juillet 2008 précitée, on admettra que la consécration, en droit interne, de la liberté de procréation des personnes vivant avec le VIH-Sida obéit à une simple logique de réaffirmation d'un droit théoriquement déjà acquis. En ce sens, le législateur du 14 juillet 2008 ne cache pas l'un des objectifs de son œuvre qu'est celui de réaffirmer les droits et libertés fondamentaux de ces catégories des personnes. Le droit constitutionnel congolais ayant opté pour le système moniste, il en découle que du seul fait de la ratification d'un traité par l'État congolais, le droit international s'incorpore au droit interne. En l'occurrence, bien avant l'avènement en droit congolais de la loi qui consacre le droit à la procréation des personnes vivant avec le VIH-Sida, la faculté de procréer leur était juridiquement déjà acquise. On est en face d'une drôle intrusion de l'esprit du dualisme juridique et d'un subtil double emploi normatif. Ce qui fit croire au sein de l'opinion publique à un semblant de droit subjectif nouvellement né dans l'édifice congolais des droits de l'homme. 67. Si double emploi normatif il y a, nous y voyons cependant deux avantages. Le premier est d'ordre pédagogique, outre qu'il intéresse la légistique. Il tient à la clarté et à la précision qui sont, à la norme juridique, deux vertus essentielles à son assimilation par les populations destinataires et à sa mise en œuvre par les organes habilités. On se souviendra que les instruments contraignants du droit international concernant le principe de non-discrimination ne visent nullement, à des termes exprès, la situation liée à l'état sérologique pour le VIH. Il n'était donc pas sans intérêt, dans le cadre du droit interne, d'apporter aux énoncés classiques du droit international des adaptations et applications dictées par une situation épidémiologique postérieure à leur élaboration. Le second avantage que présente la normativité actuelle en matière de droit à la procréation des personnes vivant avec le VIH-Sida tient au respect d'une obligation internationale qui lie l'ensemble des États membres de l'Organisation des Nations Unies. En effet, au terme d'un instrument onusien dénommé Déclaration politique sur le VIH-Sida, les États prirent l'engagement d'intensifier leurs efforts pour promulguer, renforcer ou appliquer, selon qu'il conviendra, des lois, règlements et autres mesures afin d'éliminer toute forme de discrimination contre les personnes atteintes du VIH-Sida et les membres de groupes vulnérables, et de veiller à ce qu'ils jouissent pleinement de tous leurs droits et libertés fondamentaux. Il demeure qu'il appartient à chaque État de s'y prendre avec tact et mesure, pour ne pas compromettre la cohérence au sein de son système juridique. Bien d'indicateurs portent à croire qu'à cet égard, la rez-de-chaussée a quelque peu failli. 3. Une appropriation sélective et incohérente du principe international d'interdiction de la discrimination. 68. Si en matière de droit à la procréation, le législateur congolais fait figure de bon élève aux yeux du législateur international, son appropriation du principe de droit international interdisant toute forme de discrimination demeure dans l'ensemble assez mitigée. Dans d'autres matières, le législateur congolais semble pourtant n'avoir trouvé aucun inconvénient à méconnaître le droit individuel à la non-discrimination, en violation de la norme supérieure internationale. En guise d'illustration, on peut invoquer le fait que dans la législation congolaise, une personne ou un couple homosexuel est expressément écarté du champ des personnes ayant qualité pour adopter un enfant. Cette différence de traitement en raison de l'orientation sexuelle de l'adoptant potentiel paraît certes légitime, au regard des valeurs culturelles congolaises.
Cependant, elle soulève des objections de 3 ordres distincts. 69. D'abord, l'orientation sexuelle des personnes, au même titre que leur état sérologique pour le VIH, rentre incontestablement dans l'interprétation juridique de l'expression « autre situation » évoquée précédemment en rapport avec les traités internationaux et régionaux relatifs au droit à la protection contre la discrimination. Sur ce registre, il est significatif de noter que l'avant-projet de code pénal congolais envisage l'orientation sexuelle comme motif de discrimination pénalement prohibé, en même temps qu'il l'érige en circonstance aggravante d'un certain nombre d'infractions. C'en est qu'un projet de réforme du droit positif. 70. Ensuite, d'un point de vue axiologique, il apparaît intolérable que l'actuel législateur congolais se soit préoccupé à ce point de la sauvegarde de la culture traditionnelle hostile à l'homosexualité, plus qu'il dût l'être à l'égard de générations futures sérieusement menacées par l'activité procréative des personnes ou femmes séropositives. La vie humaine à venir ne constitue-t-elle pas une valeur ou un intérêt juridique protégeable de rang supérieur à la fameuse culture traditionnelle ? 71. Enfin, tout porte vraisemblablement à croire que la politique législative actuelle de 2 poids 2 mesures, en matière de droit à la protection contre la discrimination, témoigne de l'incohérence interne du corpus juridique en vigueur. 72. En outre, il est curieux de constater que, très récemment, dans un texte de loi investi de l'ambition de conformer le Code de 1987 aux obligations souscrites par la République dans les 2 pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l'homme, dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme ainsi que dans la Convention relative aux droits de l'enfant, la liste discriminatoire des personnes majeures et capables exclues du champ de l'adoption a été paradoxalement élargie aux transsexuels. L'incohérence juridique paraît flagrante entre les motifs de la loi et son dispositif. 73. Autre incohérence juridique, le traitement discriminatoire que la législation congolaise réserve aux homosexuels et dorénavant aux transsexuels ne vise pas expressément les bisexuels. Il s'agit là des personnes qui éprouvent de l'attirance sexuelle ou amoureuse pour les 2 sexes ou, plus largement, entretiennent des relations amoureuses, sentimentales ou sexuelles avec des personnes du même sexe et du sexe opposé. Les bisexuels ne sont ni homosexuels, ni transsexuels. Ils sont en revanche mi-homosexuels et mi-hétérosexuels. Au sujet de l'omission des bisexuels sur pied de l'actuel article 653 du Code de la famille, d'aucuns seraient probablement tentés de faire valoir une interprétation qui consisterait à étendre la prohibition adoptive à toutes les formes d'identité ou d'orientation sexuelle autres que l'hétérosexualité. Une telle interprétation nous paraît d'emblée abusive, pour la simple raison que les règles de droit civil relatives à l'état des personnes sont d'ordre public. Elles devraient dès lors s'interpréter restrictivement. Ainsi l'incapacité adoptive prescrite à l'article précité devrait-elle s'interpréter comme ne frappant que les seules catégories des personnes citées limitativement par le législateur. 74. Dans une certaine mesure, il n'est toutefois pas hasardeux de prétendre mettre sous le signe de l'oubli l'omission des bisexuels de la liste légale des incapables en matière d'adoption. À défaut d'indications précises dans les travaux préparatoires de la loi n° 16008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 87010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, ce qui, à contrario, aurait équivalu idéalement à l'interprétation authentique de la loi, la technique des apostrophes. Interprétation téléologique des textes de loi pourrait servir à étayer cette hypothèse de l'oubli ou de l'omission non intentionnelle. Le juriste le sait, cette technique, opposée à la méthode d'interprétation littérale, commande de transcender la lettre de la loi, pour en privilégier l'esprit et en rechercher en fin de compte la ratio legis. En effet, à l'interpréter d'un point de vue téléologique, l'article 653 du nouveau Code de la famille nous semble laisser très peu de doute sur l'intention du législateur du 15 juillet 2016 de vilipender toutes les formes d'identité ou d'orientation sexuelle autres que l'hétérosexualité. La ratio legis de cette disposition résiderait dans le souci du nouveau législateur de la famille de mettre la personne visée par le projet d'adoption à l'abri de l'effet de contagion,
d'un état psychosomatique de l'adoptant socialement appréhendé comme une véritable dérive sexuelle. Le but de la prohibition adoptive étant celui de soustraire anticipativement la personne cible de l'adoption d'une proximité affective et d'une influence morale jugée préjudiciable à son éducation, à son équilibre mental, bref, à sa santé sexuelle. Au vu de ce qui précède, il y a fort à penser qu'aucun motif raisonnable ne pouvait justifier, dans l'esprit des rédacteurs de l'article 653 sous exégèse, l'intention délibérée de réserver un traitement différent aux bisexuels en particulier. 75. Dans l'avenir, on verra ce que pourrait bien être la position de la jurisprudence à propos de la juste portée de l'article susmentionné, et du nouveau régime des incapacités qu'il apporte en droit civil congolais des personnes et de la famille. En attendant, en dernière analyse, notre opinion conclusive est qu'en cas de litige portant sur la contestation de la capacité adoptive d'une personne relevant de la catégorie des LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, au visa des prescrits de l'article 215 de la Constitution, il conviendrait de faire échec à l'application de l'article 653 du Code de la famille en raison de sa contrariété à la norme internationale des apostrophes. Interdiction de toute forme de discrimination. 76. Dans le prétoire, il finira également par surgir la question de savoir comment établir une identité ou orientation sexuelle autre que l'hétérosexualité, quand on sait qu'en rez-de-chaussée, la législation sur l'état civil et la pratique administrative ont du sexe une conception binaire opposant le masculin au féminin. Si bien qu'il n'est laissé aucunement place ni aux situations intermédiaires, cas des bisexuels, ni au sentiment profond et inébranlable d'appartenir à un sexe opposé malgré une conformation sans ambiguïté en rapport avec le sexe chromosomique, cas des homosexuels, lesbiennes et gays, ni au changement de sexe actuellement rendu possible grâce au progrès de la science biomédicale, cas des transsexuels ou transgenres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.